m'appelle Francis Pisani et je suis chroniqueur associé à la Tribune et nous aurons l'occasion de nous voir plusieurs fois dans la journée. Nous allons commencer par quelque chose de concret et nous allons vous présenter 3 startups, 2 de Paris et une d'ici les Moulineaux, en compagnie du professeur Carlos Moreno et de Jean-Louis Missica. Je voudrais maintenant appeler sur la scène William Rosenfeld, qui est cofondateur de ZenPark, Fabrice Benoît, qui est président et cofondateur de Clameur, Jean-Marc Dubouloz, qui est directeur général et marketing de Navidis. Alors, nous allons être très courts, nous avions 20 minutes, il nous en reste 15, donc voilà pour vous. Au lieu de 2 minutes que je vous avais allouées, vous n'aurez plus qu'1 minute et demie pour faire ce qu'on appelle en anglais l'elevator pitch. C'est-à-dire, quand quelqu'un a la chance de prendre l'ascenseur avec son patron, il a le nombre d'étages qu'il a pour présenter son projet. Donc imaginez que vous prenez l'ascenseur avec ces garçons talentueux et vous fermez les yeux, il n'y a pas de slide, et ils vont vous présenter leur projet. Nous allons commencer par William Rosenfeld, cofondateur de ZenPark. Bonjour à tous, donc, je suis William Rosenfeld, président et cofondateur de ZenPark. Alors, ZenPark, nous sommes le premier opérateur de parking partagé en France. Aujourd'hui, c'est une 40aine de parkings, essentiellement en Île-de-France. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne Paris, je ne sais pas si vous le savez, mais au moment où on parle, il faut savoir qu'il y a à peu près plus d'un automobiliste sur 4 qui est à la recherche d'une place de stationnement, alors que dans le même temps, il y a des centaines de milliers de places qui sont disponibles dans les parkings des hôtels, des bailleurs sociaux, des administrations, des entreprises et j'en passe. Et finalement, notre activité, elle peut se résumer en une seule phrase. On optimise l'utilisation de ces places libres en permettant à des automobilistes de venir y stationner. Alors aujourd'hui, on va parler de ville intelligente. Nous, on utilise l'intelligence numérique pour finalement transformer en quelques heures un parking, par exemple, de bailleur social, un bloc de béton avec une porte, en un objet connecté sur Internet et donc permettre d'offrir un service de parking partagé aux automobilistes. Alors les automobilistes que vous êtes et que je suis, finalement tout ça c'est une boîte noire, hein. Ils ne veulent pas comprendre tout ça, c'est assez simple pour eux. Ils se retrouvent sur un site web qui s'appelle zenpark.com, ils vont s'enregistrer sur ce site, c'est rapide, c'est gratuit, c'est sans engagement, rien de neuf. Ce qui est plus neuf, c'est que tout de suite après cette inscription, ils vont être en mesure, grâce à leur téléphone mobile, eh bien, d'une part de localiser des places libres dans Paris, d'autre part éventuellement même de réserver une place, d'autre part de se faire guider jusqu'à ce parking et aller jusqu'à devant le parking, ouvrir la porte avec leur téléphone. Et puis finalement, ils vont pouvoir stationner comme ils stationneraient dans un autre parking, à cela près que la tarification qui va leur être proposée, c'est la tarification qu'ils auraient à l'eurodateur au coin de la rue. Et à cela près encore qu'on va ajuster ce tarif finalement exactement à leurs besoins, puisqu'on va faire un ajustement à la minute. Voilà en très bref ZenPark. C'est quoi le contrat que vous passez avec les gestionnaires de parking ? Alors, on ne fait pas de contrat avec les gestionnaires de parking à proprement parler. On travaille plutôt avec des hôtels et autres. Et c'est assez simple. Le modèle, eux, ils ont une ressource, un actif qui est finalement dormant, une ressource qui n'est pas ou peu utilisée. Et tout simplement, on va faire un partage de revenus. On fait du partage de parking, on fait du partage de revenus, ce qui va leur permettre de générer des revenus additionnels sans coût supplémentaire. Voilà. Je passe maintenant la parole à Fabrice Benoît, président et cofondateur de Clameur. 1 minute et demie. J'appuie sur le bouton. C'est parti. Bonjour à tous. Fabrice Benoît, je représente Clameur. Clameur, c'est un réseau social qui est sonore et géolocalisé et qui va vous permettre assez simplement d'associer un son à un lieu. On le fait à travers une carte sonore qui est collaborative et l'idée, c'est en quelque sorte de transformer le territoire en support de diffusion à un réseau social. On est parti sur 2 axes forts. Le premier, c'est de dire qu'on va utiliser le son comme média à un réseau social. On est un peu les premiers à le faire dans ce cadre-là. Et on pense que c'est particulièrement adapté parce que d'abord, c'est vecteur d'émotion et de personnification.
et qu'ensuite, quand vous vous baladez dans la ville intelligente, le son va vous permettre de vous détacher de votre outil. Vous n'êtes plus en train de regarder une vidéo, de lire un texte, de regarder une photo, mais ça va vous permettre de vous immerger dans le lieu qui vous avoisine et donc d'être plutôt attentif à ça. Ensuite, le deuxième postulat, c'est de prendre une carte comme support à un réseau social. Et de ce fait, vous allez pouvoir accéder à une information qui est extrêmement géolocalisée et qui est donc de fait extrêmement contextualisée. Donc voilà, nous on travaille sur ce réseau social sonore. On est aujourd'hui incubé à l'incubateur Paris Incubateur. On est incubé également dans l'incubateur de la SNCF Mobilité Connectée. Et dans ce cadre, on travaille sur de nouveaux usages qui soient soit culturels, comme par exemple travailler sur une certaine forme de street art sonore, qui pourrait être également touristique. Par exemple, proposer des balades sonores et culturelles ancrées dans le territoire sous forme de réalité augmentée sonore. On a un projet qui sort d'ailleurs en janvier avec la SNCF, 700 balades sonores dans toute l'Île-de-France, en partenariat avec la STIF également. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer des nouveaux usages qui soient particulièrement adaptés à la notion de mobilité connectée à travers le média sonore et la géolocalisation. 1 minute 46, merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci. Reste là. Une question? Oui. Ça s'inscrit dans cette logique des WikiWalk, il y a eu quelques projets européens. Et par rapport aux personnes handicapées, par exemple, je pense aveugles, il y a beaucoup de possibilités d'usage. Nous, on a évidemment imaginé beaucoup de choses. Typiquement, on peut imaginer des passages piétons intelligents, on peut imaginer que tout soit contextualisé par rapport à la position de l'utilisateur, qui est lui-même géolocalisé. On a encore aujourd'hui un petit problème de précision de GPS à quelques mètres. Donc 3 mètres, c'est suffisant pour se faire renverser sur un passage piéton. Donc c'est évidemment des choses qu'on imagine, mais qui sont aujourd'hui pas forcément dans l'immédiat, tout de suite aujourd'hui réalisables. Mais c'est évidemment des choses qui viendront avec une meilleure finesse de GPS. Et donc voilà, c'est des usages qui devraient arriver assez rapidement. Merci à vous. Je remets mes pendules à l'heure et je passe la parole à Jean-Marc Dugoulos, directeur général et marketing de Navidis. J'appuie là-dessus. Attention. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler en 2 minutes de Smart City Plus, qui est un projet de plateforme numérique sociale qui va être déployé sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. C'est 8 collectivités de 300 000 habitants. Cette plateforme sociale a pour but de fluidifier toutes les interactions sociales au niveau d'un quartier. En fait, on veut essayer de réinventer le Facebook, Twitter de la proximité avec une dimension très très forte sur la proximité. Alors à quoi ça sert Smart City Plus? C'est créer de nouvelles valeurs sociales autour du partage, de l'échange, autour du covoiturage. Comment est-ce que vous allez trouver un covoiturage à proximité, créer un achat groupé de proximité, partager ses DVD, ses journaux en proximité, tout un tas d'usages innovants qui sont en train d'exploser avec la révolution numérique. Voilà, donc cette notion de plateforme en fait numérique s'inscrit dans une logique de partage de valeurs, de gain d'opportunités pour tous les acteurs du territoire. Ce n'est pas simplement les usagers, mais aussi les entreprises, les associations, le territoire qui sera associé dans cette création de valeur sociale. Voilà, je suis à 1 minute 28. Moi j'ai une question simple parce que merci. Vous avez fait tellement court qu'on n'a pas vraiment saisi comment vous géolocalisez votre réseau social. C'est-à-dire comment vous faites que le réseau social soit adapté et confiné en fait au territoire qui vous intéresse. Alors en fait, tout est géolocalisé. On a une cartographie 3D interactive sous l'application. Et en fait, j'ai la ville dans ma main, autour de moi en permanence. Je suis géolocalisé, effectivement, j'aurais pu le préciser, mais ça allait de soi. Donc c'est vraiment la proximité qui est vraiment le maître mot de cette application. Tout est géolocalisé autour de moi. Donc comment est-ce que j'échange, j'interagis avec mon environnement proche, comment je suis l'école de mes enfants, les associations qui m'intéressent, les équipements du territoire qui m'intéressent, les commerçants, les voisins avec qui je peux interagir, et comment est-ce que l'application va permettre de pouvoir valoriser les compétences à la fois des utilisateurs et de tous les professionnels du territoire. Et c'est quoi la taille critique d'un réseau social de proximité?
Et ben, la taille critique, en fait, notre approche est une approche systémique, c'est-à-dire qu'on pense que pour que ça fonctionne et que ça atteigne la taille critique, il faut avoir justement inclure tous les acteurs du territoire dans cette approche sociale. Et c'est pour ça qu'on va réussir à agréger à une taille critique suffisante. Et la taille critique, c'est, nous, on est parti sur le fait qu'à terme, on espère que X%, pour ne pas dire 20% des utilisateurs iront tous les jours consulter leur timeline Facebook du local pour voir tout un tas d'informations qui les concernent en proximité. C'est ambitieux, mais on pense que cet acteur du local, il n'existe pas. Et via cette approche locale, on peut être cet acteur demain qui sera celui de la proximité. Ça me fait penser à une tentative qu'on a eue il y a quelques années, ici, qui s'appelait Peuplade, mais qui était peut-être un peu en avance sur son temps. Carlos Moreno, Jean-Louis Misica, une autre question, si vous voulez, et vous répondez avec vos micros, s'il vous plaît. Alors, une question à celui qui voudra répondre. Je suis professeur, comme vous le savez, scientifique innovateur, donc au créateur des startups, plusieurs, dont une à succès et que j'ai développé il y a quelques années. Et ma question concerne la souffrance que nous avons tous quand on crée des startups, la problématique du financement. Les temps ont changé. Quand j'ai créé mes premières startups, ça remonte il y a 15 ans. Donc, vous en êtes où dans les rapports, d'une part avec le tour de table, le financement et l'accès au marché, en particulier les marchés publics, très court. Celui qui voudra répondre. Oui, le financement de l'innovation n'est pas toujours simple. C'est un chemin semé d'embûches. Nous, on a été financés, et là on peut remercier la puissance publique via le grand emprunt en partie, qui nous a permis de créer un projet collaboratif sur lequel il y a une dizaine de partenaires et on les en remercie. Mais effectivement, c'est compliqué. Nous, on a également, et ça aussi on le remercie, les territoires qui nous font confiance sur cette thématique du social, comme je le rappelais. Et voilà, mais sinon, effectivement, le problème du financement est un problème récurrent de tous les projets d'innovation. Juste pour ajouter quelque chose, nous, on a de notre côté le soutien des BPI, ce qui est une première chose. Et ensuite, c'est une question, je pense, d'adapter un peu son modèle. Pour utiliser des mots un peu barbares, nous, on a un modèle B2C, qui est un peu une plateforme sociale aussi adaptée à ce modèle-là. Mais finalement, quand on a rencontré des investisseurs, des leveurs de fonds, on nous a très vite dit en France, ce type de modèle ne marchera pas. Il vous faut un modèle B2B2C. Ce qu'on a fait en travaillant avec des grands industriels type SNCF. Donc en fait, on s'autofinance en travaillant comme ça. Et ça donne un modèle économique qui nous permettra à terme de pouvoir plus facilement mobiliser des capitaux autour de ce type de projet. Un dernier élément pour compléter le sujet. Nous aussi, finalement, on a pu bénéficier des apports de la BPI, notamment parce qu'on a, on va dire, une compétence R&D assez puissante. Et au travers de cette compétence R&D, on voit qu'on est en mesure, on va dire, d'aller jusqu'à un premier tour d'amorçage. Et ensuite, clairement, ça devient un peu le désert. On se trouve un peu entre les business angels qui n'ont plus la capacité de mettre eux-mêmes et les fonds d'investissement qui cherchent des tours un petit peu plus gros. Donc là, il faut faire preuve effectivement d'innovation, que ce soit sur le modèle économique ou sur les acteurs à aller chercher. Merci beaucoup. Applaudissons ces trois audacieux et leurs entreprises. Merci. Nous passons maintenant à une des entreprises les plus périlleuses de cette journée, qui est une tentative de définition de ce qu'est la Smart City. J'invite à monter sur la scène Jean-Charles Decaux et M. Azoulay, qui vont rejoindre Jean-Louis Misica et Carlos Moreno. Pendant qu'ils viennent, je vais quand même faire une petite introduction en prenant quelques exemples pour lancer le débat. 4 exemples concrets pris un peu partout dans le monde. Le premier, c'est Rio de Janeiro, qui a un centre d'opération qui centralise et traite toute l'information de la ville ou l'information de tous les services de la ville.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que le maire Eduardo Paredes, quand il écrit dans la Harvard Business Review, écrit qu'il s'agit de centre de commande et de contrôle, comme on dit en anglais. Mais dans le même pays qu'est le Brésil, il faut le dire, il y a Curitiba, qui est une ville plus modeste, pas loin de São Paulo, et dans laquelle la conception fondamentale, c'est l'acupuncture urbaine. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un immense projet, on agit sur des petits points et on espère ainsi que l'ensemble du corps urbain va être modifié exactement comme avec l'acupuncture qui nous vient de l'Extrême-Orient. À l'autre bout du monde, il y a Songdo, une ville entièrement nouvelle, qui est avec toutes les infrastructures qui sont installées dans le sous-sol, ça permet de faire des économies, tout est contrôlé, tout est centralisé, il y a des caméras partout, etc. Mais quand on est à Songdo, notre correspondant, le correspondant des tribunes là-bas, a interviewé plein de gens qui lui ont dit « c'est difficile de connaître un voisin, de rencontrer un voisin ». Et donc nous avons, et le dernier point, pour terminer d'une façon plus terre-à-terre, à Göteborg, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Nicolas Wenberg et qui met des cochons dans la ville. Alors, il propose au parc public, il propose aux espaces appartenant à des projets immobiliers d'amener ces cochons. Il amène ces cochons qui sont plus efficaces que les bulldozers pour remuer la terre et plus efficaces que les engrais pour l'enrichir. L'avantage, c'est qu'il fait nourrir les cochons par la population, qui donc crée une communauté, et ensuite, il en vend la chair beaucoup plus chère, parce qu'elle est délicieuse, aux meilleurs restaurants de Paris. Business model parfait. Donc il y a de la place pour les grands, il y a de la place pour la technologie, il y a de la place pour les petits, et il y a de la place pour les cochons. Donc maintenant, nous allons procéder de la façon suivante. Je voudrais poser 2 questions pour commencer, et j'en aurai une autre quand vous aurez fini ce premier tour. La première question à ces 4 messieurs, c'est qu'est-ce que ça n'est pas, une Smart City? Et ensuite, qu'aimeriez-vous que ce soit? Si vous voulez bien, mais on peut rester assis, ça me paraît plus simple, vous prenez les micros et vous avez 4 minutes environ pour vous exprimer. Je propose, sur la première question, et je propose que nous procédions dans cet ordre. Merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, question évidemment extrêmement délicate. Premier point, d'abord, la ville a toujours été intelligente. Donc je pense que le titre est certes pertinent, mais il l'a toujours été, puisque ce sont véritablement les villes qui ont apporté le degré de sophistication et de service que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas la ville intelligente, c'est un concept marketing d'aujourd'hui, mais qui a toujours existé. Qu'est-ce que ça n'est pas? C'est certainement pas un sujet de quelques-uns autour de technologies extrêmement sophistiquées. Je pense qu'il faut que nous réussissions, et c'est l'objet d'ailleurs de beaucoup d'interventions qui ont été faites, et notamment de Madame la maire de Paris, qui parlait d'une révolution qui transcende, je dirais, le simple fait d'avoir de nouvelles applications, de nouvelles technologies, les méthodes de travail des villes, les méthodes de travail de la commande publique, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la co-construction de nouveaux modes de développement, à la fois économiques et sociaux. Donc ça n'est pas le sujet qu'un sujet technique et technologique, ça n'est pas nouveau, quitte à être un peu en rupture avec le titre de cette conférence. Et troisième élément, comme le disait d'ailleurs un très célèbre écrivain français, l'avenir, il ne suffit pas de le prévoir, il faut le permettre, le faciliter. Et je pense que, et je voudrais le dire ici publiquement, et que mes propos ne soient pas mal interprétés, parce que je suis un partenaire de la ville de Paris depuis longtemps, et nous sommes collectivement un partenaire de la ville de Paris, mais comme j'aime à le répéter, les gens et l'innovation feront toujours, dans toutes les sociétés, à tout moment, qu'on soit dans une crise ou dans un moment porteur, la différence. Et le fait que Jean-Louis Missika ait été un moteur fondamental de ce virage à la ville de Paris, a été fondamentalement très moteur pour les entreprises que nous sommes. En tout cas, pour JCDecaux, il nous a permis d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de sujets. Et je crois que ce lien qui peut exister entre la commande publique et les entreprises privées est extrêmement important. C'est ce que les Américains, c'est ce que les Coréens,
c'est ce que les Japonais ont su faire en leur temps, peut-être mieux que ce que l'on a pu faire ici en France et en Europe. Donc voilà, donc je pense que véritablement le sujet de qu'est-ce que n'est pas, c'est pas si complexe que ça. Et en fait, qu'est-ce que ça doit être? C'est véritablement la capacité d'apporter des usages pertinents pour chacun d'entre nous dans cette salle et de toute génération. Je pense que ça, c'est fondamental. Comment on apporte des usages pertinents? Si Vélib, qui a été cité tout à l'heure, a été fondamentalement plébiscité, c'est parce qu'il répondait à un besoin, à une nécessité. On transporte 35 millions de personnes sur des vélos en libre service. Quand on a sorti ce produit à l'heure de l'Internet, à l'heure où on pense relier San Francisco à Los Angeles en train à hyper grande vitesse, on nous riait au nez dans les années 2000. Aujourd'hui, on voit que cette économie du partage répond à un vrai besoin et toutes les villes du monde se sont dotées de ce service après Paris. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quelque chose qui va améliorer la vie des citoyens, qui va nous permettre d'exercer notre droit démocratique, non pas uniquement pendant les élections, mais pendant toute la durée, certainement, du travail de construction des villes. Et donc, ça va transformer, comme c'était très bien dit ce matin dans l'allocution de Madame la maire, la manière dont on co-construit la ville ensemble entre le pouvoir public, les pouvoirs politiques et le pouvoir des citoyens. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, fondamentalement, est beaucoup plus que de nouvelles applications qui sont bien évidemment essentielles, mais c'est véritablement une transformation profonde de notre manière de travailler ensemble. Et c'est ce qui est passionnant, c'est ce qui va nous permettre de faire des économies sur un certain nombre de sujets importants, notamment dans les espaces qui sont les nôtres, que ce soit les villes ou les collectivités locales, mais pour nous redéployer sur des produits à plus forte valeur ajoutée et donc créer plus d'emplois et créer plus de dynamique. Le vélo en libre service n'a pris aucun emploi. Il en a créé 500, non délocalisables. Il n'a pas pris d'emploi ni à la RATP ni à d'autres types de services. Donc on voit bien comment l'innovation peut être un formidable accélérateur aussi social pour des profils de postes qui ne sont pas uniquement des postes d'ingénieurs ou de technophiles. Et c'est ça aussi ce qui est important, c'est qu'on a réussi à créer une économie, je dirais, vertueuse sur un besoin qui était non assumé, puisque aujourd'hui, c'est globalement 2,5 km. Ce fameux dernier miles a été couvert par cette innovation qui a été faite grâce à la Smart City nouvelle version et aux nouvelles technologies, sans lesquelles c'était impossible. Vous avez fait comme Steve Jobs, vous avez montré aux gens qu'il y avait un besoin qu'ils ne connaissaient pas encore. Je me garderai bien de cette comparaison très flatteuse, mais oui, nous avons fait peut-être, alors je dirais un peu avant lui, puisque le vélo en libre-service c'est 99, pardonnez-moi de la modestie, donc 99. Le Mac c'est 84. Oui, le Mac, mais je parlais que vous parliez des nouvelles dispositifs de la maison Apple, fantastique, mais c'est vrai. Et ce qui est important, c'est d'oser. Parce que quand Vélib a été fait à Paris, et Madame la maire a insisté tout à l'heure dessus, et c'est très important pour tous les start-upers dans cette salle, il faut voir tout de suite assez grand. L'expérimentation qui est un terrain de jeu très cher à Jean-Louis Missica, ici présent, est essentielle. Quand on a expérimenté et qu'on voit qu'il y a un vrai besoin, il faut tout de suite partir dans une infrastructure et un réseau à grande échelle, assez vite. Sinon, on n'est pas capable d'apporter le service et le besoin qui nous étaient demandés par les citoyens parisiens et par désormais les citoyens du monde. J'étais en Chine la semaine dernière. On nous riait au nez il y a 10 ans sur cette innovation. Toutes les grandes villes chinoises aujourd'hui s'en sont dotées. Donc, c'est intéressant de voir que cette innovation technologique vient d'abord des usages de nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci. Et je voulais juste insister sur ce que vous venez de dire et le développer par des exemples concrets, vous montrer comment on peut, dans la ville, illustrer ce concept de Smart City tel que nous le concevons. Bien sûr, c'est d'abord la révolution des usages, et non pas une autre aventure technologique, un autre champ de projet d'infrastructure, fut-il extrêmement innovant. Quand on remet le paysage urbain, comme par exemple à la Tour Montparnasse, au centre de l'attractivité du quartier des habitants, on a éclairé la Tour Montparnasse avec de l'éclairage digital, de la lumière digitale collaborative. Nous arrivons aujourd'hui à changer le paysage urbain, à le rendre plus sympathique auprès de ses habitants.
L'éclairage intelligent, le smart lighting, au sein de la Smart City, permet cette collaboration, cette proximité entre la tour Montparnasse, qui aujourd'hui est sympathique auprès de ses habitants, puisque avec un iPad, on peut changer l'éclairage de la tour, puisqu'avec un iPad, nous pouvons, par exemple, changer l'éclairage de la tour au rythme des saisons. Et je me souviens qu'en septembre de l'année dernière, aux 40 ans de la tour, les habitants du quartier avaient organisé un concert géant et avaient utilisé la tour comme un jukebox. Donc voilà, on est loin de la tour Montparnasse qui n'est pas forcément très sympathique dans le paysage urbain aujourd'hui, dans la journée. L'éclairage intelligent permet comme acteur de la ville intelligente, permet cette proximité-là. Un autre exemple, l'éclairage à LED dans le métro de Paris a permis, sans que les usagers ne s'en rendent compte, et ça c'est notre fierté, de baisser de 60% la consommation d'énergie dans les... Donc c'est aussi, la ville intelligente, c'est aussi une ville plus économique, conforme aux réalités budgétaires. C'est l'économie circulaire, puisque avec un éclairage de type LED, nous arrivons à avoir un taux de recyclage des produits qui sont beaucoup plus longs, c'est-à-dire qu'on recycle 10 fois moins d'ampoules qu'avec des produits de type conventionnel. Voilà, donc nous pensons que l'éclairage peut représenter, la lumière, une des colonnes vertébrales de la ville intelligente en termes d'infrastructure, puisque le lampadaire, la lumière, va permettre cela. Ce n'est pas bien sûr une autre aventure technologique, ce sont des usages nouveaux qui sont permis par ces nouvelles approches. Et qu'est-ce que vous, à part le fait que ça serait bien que tous les immeubles soient illuminés, comment rêvez-vous la ville intelligente? Le rêve de la ville intelligente, c'est un peu comme un poumon qui vit au rythme des usages et des besoins des citoyens. C'est la gouvernance qui est remise au centre de la préoccupation des habitants. C'est ça pour nous la ville intelligente. C'est également une ville singulière. Moi je pense qu'il n'y a pas deux smart cities qui vont se ressembler. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une ville intelligente qui va être copiée entre New York et Paris. Ce seront probablement des usages totalement différents. Elle est plus durable. Elle est également plus collaborative et participative. C'est-à-dire que nous pensons que dans ce concept-là, la nouvelle ville intelligente va permettre une meilleure interaction entre les citoyens et le paysage urbain, par exemple, et l'infrastructure. Merci. Carlos Moreno. Merci, Francis. Ce qui n'est pas de manière assez claire, mais je pense qu'il y a un consensus qui émerge et j'en suis très heureux, non seulement ici, mais au niveau de la communauté internationale et mondiale. Je pense que ce concept de Smart City n'est pas un effet de mode, on va dire, il ne doit pas être vu comme un effet de mode ou marketing ou technocentrique ou technologique. Je pense que la ville n'est pas un logiciel, la ville, ce n'est pas un lieu froid dans lequel des milliers de capteurs nous permettent de mieux comprendre ce qui est en réalité. Je les rappelle, quand je me déplace du nord au sud et l'est à l'ouest de la planète, quasiment toutes les semaines pour parler de cette problématique-là, la ville est avant tout un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de rencontre entre les citoyens, un territoire. C'est un lieu dans lequel il y a une gouvernance et avant tout dans lequel on doit satisfaire des besoins primaires, secondaires, et dans lesquels aussi on doit prendre conscience, et on l'oublie parfois souvent, de la grande vulnérabilité de la ville. Je ne parle pas uniquement des aléas qui peuvent tout chambouler à n'importe quel instant, des aléas qui peuvent se produire, mais je parle de ce qui est devenu structuré et structurant, la vulnérabilité, la fragilité socio-territoriale. La ville, elle est complexe, la ville, elle est diverse, la ville, elle est produit d'une histoire, d'une ville à l'autre, chaque ville est différente. Elle concerne un contexte. Donc je pense que la ville intelligente, il n'y a pas de recettes, ce n'est pas une formule magique, il n'y a pas de badge magique, il n'y a pas de cuisine propre. Je pense que la ville intelligente, je préfère moi parler de la Smart City humaine, je préfère parler de la ville vivante, je préfère parler de la Living City, je préfère parler d'une ville dans laquelle, à la base, il y a surtout des leviers
dans celui-ci pour permettre la rencontre du citoyen avec son territoire pour être fier de son identité socio-territoriale et être donc en capacité de, avec donc une participation et avec une gouvernance qui est ouverte pour oser le futur, oser le changement, proposer des nouvelles voies pour ce qui est essentiel, la qualité de vie. Et tous les moyens sont bons tant que la qualité de vie dans la ville est améliorée. La technologie est un levier, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout l'inclusion sociale et la réinvention urbaine de la ville qui sont la vraie problématique. Histoire de t'aider à te faire un peu plus d'ennemis dans le monde, donne-nous un exemple d'une ville qui prétend être intelligente et qui, suivant tes critères, ne l'est pas. Guangdong. Je pense que toutes les villes, on va dire, du sud-ouest asiatique dans lesquelles on voit qu'il y a énormément de capillarités de capteurs, mais dans lesquelles il n'y a pas de vie. Quand vous vous promenez à Guangdong, tu le sais bien, Francis, il n'y a personne, il n'y a pas d'espace de vie, il n'y a pas des graffitis, il n'y a pas de street art, il n'y a pas des gens qui jouent dans la rue. Les enfants donc ne pratiquent pas les trottinettes avec 14 canettes, donc les espaces sociaux ne sont pas disponibles, etc. Et donc, moi, je préfère parler des villes vivantes dans lesquelles cette inclusion sociale et cette réinvention urbaine est poussée par ce qui a changé dans le XXIe siècle par rapport aux villes, c'est effectivement la poussée des révolutions technologiques et parmi elles, en premier, les révolutions numériques. Mais effectivement, on a encore des aqueducs romains qui montraient l'intelligence qu'il y avait dans ces lieux-là. Donc, smart, c'est avant tout être en son temps, solidaire, responsable et conscient des défis et des enjeux. Pour aller dans ton sens, j'ai visité Songdo, j'ai eu l'honneur d'être promené par un des créateurs du projet, et je lui ai demandé qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Et il m'a dit la seule chose qui ne me plaît pas, c'est qu'il y a des gens qui mettent des pancartes et des annonces sur leurs fenêtres partout dans la rue. La seule preuve de vie était la seule chose qui ne lui plaisait pas. Jean-Luc. Je pense que je suis d'accord avec, bien sûr, l'idée que parler de ville intelligente, c'est presque un pléonasme. Les êtres humains se sont regroupés et ont inventé, en fin de compte, le concept de ville, justement pour partager leur intelligence. Et ils ont résolu tout un tas de problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre s'ils étaient restés isolés. Le chauffage urbain a été inventé dans les villes intelligentes. L'architecture, la végétalisation, tous ces sujets-là sont des sujets qui existaient déjà dans les grandes villes, dans les mégapoles de l'Antiquité. Je voudrais juste insister sur les raisons pour lesquelles cette idée revient. Ce n'est pas seulement pour des raisons de marketing, c'est tout simplement que nous vivons une période de transition. Anne l'a très bien dit dans son discours introductif, l'épuisement des énergies fossiles, le réchauffement climatique, l'épuisement d'autres ressources, le problème de la pollution, et notamment de la pollution de l'air, la question de comment nourrir la planète, qui est aussi une question comment approvisionner les métropoles, tous ces sujets de logistique urbaine, tout cela conduit vers une ville plus frugale, une ville plus ingénieuse, une ville qui sait manier l'économie circulaire de façon ingénieuse, intelligente. Et donc on est en fait dans une transformation radicale des modèles économiques. Et on rentre dans une économie du partage, on l'a dit, dans une économie de l'innovation, une économie de l'innovation ouverte, dans une économie du recyclage, donc une économie circulaire. Et en fait, ce sont tous ces sujets-là qui, mis ensemble, transforment la ville, révolutionnent la ville. Et en transformant la ville, en révolutionnant la ville, elle nous pose des questions sur comment utiliser les outils qui sont à notre disposition. Et bien évidemment, le numérique est un outil, je dirais, c'est un couteau suisse, le numérique, parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec le numérique dans une ville. Et bien évidemment, la question, c'est comment utiliser de la façon la plus ingénieuse et la plus frugale et la plus durable tous ces outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, eh bien, pour mieux vivre ensemble, pour mieux inclure, pour économiser l'énergie, pour polluer moins et pour que l'agrément de vivre en ville, la qualité de vie dans la ville
soit de plus en plus importante. En fait, c'est ça. Et l'inventaire que vous avez fait dans votre exposé introductif montre bien cela. Parce que, effectivement, l'agriculture urbaine, c'est un sujet de ville intelligente. La végétalisation des toits et des façades, c'est un sujet de ville intelligente. La question, effectivement, de faire en sorte que les véhicules à la recherche d'une place de parking soient mieux guidés vers les places de parking disponibles, c'est un sujet de ville intelligente. Et bien sûr, utiliser la chaleur d'un data center pour chauffer un immeuble de logement, ou au contraire faire en sorte que la chaleur d'un immeuble de bureau puisse être utilisé la nuit, quand il n'y a plus personne dans les bureaux, pour chauffer un immeuble de logement. Tous ces sujets-là sont des sujets de ville intelligente. Et on voit bien le caractère, en quelque sorte, protéiforme. Dès qu'on commence à tirer un fil, en fait, c'est toute la ville qui vient. Et toute la ville, avec tous ses problèmes, avec toutes ses questions, avec tous ses usages, et avec toute l'inventivité de ses habitants, tout simplement, je termine là-dessus, je vais essayer d'être court, pour vous répondre à ce que n'est pas une ville intelligente. Ce que n'est pas une ville intelligente, c'est une ville entièrement modélisée avec un poste de contrôle unique. Ça je veux dire, la ville débordera toujours les idées folles de ces ingénieurs ou de ces techniciens qui veulent modéliser la ville. Quand vous tirez le fil, où sont les citoyens? Non, c'est Carlos qui est en train de monopoliser. Ils veulent les micros. C'est ça l'économie du partage. Hein. Voilà, bel exemple. Donc quand vous tirez le fil, est-ce que vous trouvez les citoyens intelligents et comment est-ce que vous les définissez? Alors d'abord, Anne l'a dit très justement, l'intelligence d'une ville, c'est l'intelligence de ses habitants. Hein. Je ne vois pas très bien comment on pourrait faire plus court et plus précis. Si vous voulez, une ville intelligente, c'est une ville ouverte, une ville connectée, une ville ingénieuse. Et je mets ville ouverte au début. Donc c'est l'open innovation, bien sûr, mais c'est aussi l'open data, c'est l'open government. Alors, gouvernement ouvert ou co-gouvernance, on peut discuter de la traduction d'open government, mais l'idée, c'est vraiment que les citoyens cessent d'être des habitants de la ville que l'on consulte tous les 5 ans ou tous les 6 ans lors d'une élection municipale et devant lesquels on vient rendre compte de ce que l'on a fait. Le compte-rendu de mandat, d'un certain point de vue, doit être dépassé. Et on doit aller vers quelque chose de beaucoup plus, je dirais, temps réel, notamment au niveau de la co-gestion des projets, de la co-invention et de la co-décision sur les sujets urbains. Je pense que c'est une révolution qui est difficile, aussi bien pour les politiques que pour les administrations publiques. Parce que les administrations publiques ont quand même l'habitude de traiter les citoyens plutôt en administrés, en sujets, en usagers. Il y a toute une série de mots comme ça qui définissent une relation qui n'est quand même pas une relation égalitaire, ni tout à fait une relation de dialogue. Quant aux gouvernants, que ce soit des gouvernants nationaux ou des gouvernants locaux, bon, ils ont leurs petites habitudes. Et la relation gouvernant-gouverné n'a jamais été véritablement un modèle de relations égalitaires. Et pourtant, au cours du XXIe siècle, notamment parce qu'il y a cette crise de la démocratie, cette crise des modèles politiques, cette crise des partis politiques, au XXIe siècle, il va falloir que nous inventions une manière de gouverner ensemble, citoyens et élus, électeurs et élus. Et je pense que les citoyens répondent très très bien quand on les sollicite. Ça marche très bien. On a lancé de façon extrêmement courte, par exemple, le budget participatif, quelques mois après l'élection d'Anne Hidalgo à Paris. Il y a eu un nombre de répondants tout à fait considérable et on voit bien que non seulement ça a bien fonctionné, mais il y a une mécanique qui s'enclenche et cette mécanique, elle va justement dans le fait que de plus en plus de gens vont se dire, bah oui, si on me demande mon avis et qu'on me demande de choisir 5% du budget d'investissement de la ville, je vais quand même pas me gêner pour dire ce que j'ai envie de faire et pour faire des propositions. Ce qui me fascine en vous écoutant tous les quatre, c'est qu'en fait, il y a, alors que nous sommes dans un pays qui a certains problèmes à faire la transition digitale ou numérique, comme vous voulez, c'est qu'il y a quand même une tendance à dire, c'est pas la technologie. Or, vous vous en servez tous, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est un outil. Si je prends Vélib, c'est quand même les applications qui permettent de savoir où sont les vélos sont quand même d'une grande utilité. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir
pourquoi ce besoin français de dire c'est pas la technologie? Alors elle ne doit sans doute pas être au poste de contrôle, comme à Songdo, mais elle a quand même un rôle, et j'aimerais bien avoir votre vision positive de la technologie, qu'il s'agisse de la gestion des données ou de la participation et de la collaboration des citoyens. Qui veut prendre la parole? Vous partagez le micro. Je pense que c'est assez clair qu'on n'a pas dit que ce n'était pas de la technologie. On a dit que c'était grâce à la technologie qu'on avait pu innover sur un certain nombre de sujets. Monsieur a donné des exemples sur l'éclairage public, l'éclairage intelligent. C'est grâce à la recherche et au développement de ces technologies qu'on a été capable et qu'on est capable de faire cette transition énergétique globalement inéluctable. Première chose. Donc, la technologie est un élément essentiel. Mais il ne faut pas résumer tout cela à un sujet purement techno. Et on le voit bien puisque le succès d'une application, c'est bien dans son usage qu'on la mesure. Le lift pitch de tout à l'heure, on nous explique en quoi ça va changer la vie des gens. Et la question de Jean-Louis Misica, c'est comment je fais pour me géolocaliser. Donc on voit bien que c'est bien l'usage qui va, j'espère, donner ce succès aux entrepreneurs qu'on a vu défiler ce matin. Et donc la sanction ultime, c'est l'usage. Donc ça, je crois qu'il y a un consensus sur cette question. Alors après, il y a une question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui, c'est face à cette révolution des usages, par rapport et grâce aux innovations technologiques dont on a parlé, comment on fait pour assouvir 8 milliards d'utilisateurs de smartphones à horizon 2025, comment on fait pour assouvir 4 milliards de nouveaux utilisateurs de téléphones portables dans toutes les géographies du monde, y compris des géographies qu'on pourrait qualifier de géographies en développement. Je pense notamment à l'Afrique. Un marché de 13 milliards d'euros de dollars sur les paiements électroniques, donc on voit bien une révolution. La question est comment on va faire pour les faire fonctionner. Je pense qu'une des réponses passe par les deux mots qui sont sous votre séminaire d'aujourd'hui, qui sont infrastructure et réseau. Voilà, donc là on a un vrai sujet que l'on va devoir adresser encore une fois, qui va être quelles infrastructures et quels réseaux pour pouvoir apporter tout ce que l'on est en train de parler ce matin au niveau des applications et des usages, puisqu'en multipliant les usages, on va inéluctablement avoir besoin de réseaux et d'infrastructures pertinentes et donc d'investissements productifs. On l'a parfois souvent décrié, on l'a vu avec les problématiques de téléphones cellulaires. Donc là, il y a un sujet, à mon avis, qui va être passionnant pour faire en sorte que les usages puissent se développer dans les prochaines années. Juste rajouter que la technologie permet parfois, et même par accident, de trouver des nouveaux usages. Vous connaissez l'histoire du post-it, puisque c'est quelqu'un qui voulait développer une colle, inventer une nouvelle colle qui n'a jamais collé. Et c'est devenu un nouvel usage qui... Alors, pour illustrer cela, effectivement, cette démarche aussi technologie push marche parfois. Elle doit répondre à un usage qui est un besoin exprimé ou non exprimé d'un citoyen. À la fin, c'est ça qui marche et seulement ça qui marche. Mais les chercheurs, chez nous, dans les entreprises, nous sommes aussi à la recherche de technologies qui permettent ces nouveaux usages. Personne n'aurait imaginé, il y a quelques années, que la technologie permettrait d'avoir un smartphone qui change la vie aujourd'hui de l'ensemble des citoyens. Dans la lumière, puisque la lumière contribue de façon fondamentale à ce sentiment de sécurité et bien-être des habitants dans la ville la nuit, je crois que c'est évident. Des usages nouveaux sont en train d'émerger par une technologie qu'on appelle le Li-Fi, puisque vous parlez de cette technologie-là. On arrive à émettre de l'information grâce à la lumière, puisque la lumière devient digitale et numérique. Et par exemple, on pourrait imaginer que dans un espace, indoor ou outdoor, vous passez devant un luminaire, vous passez devant une lumière ici, et vous avez une information sous forme audio ou vidéo qui vous est passée. Puisqu'on parlait, quelqu'un posait la question de comment développer l'usage pour les handicapés. Voilà, pour un malvoyant, passer devant une lumière, lui donner une information de géolocalisation peut lui permettre d'améliorer la vie et l'usage. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus d'opposition entre la technologie et l'effet social au niveau de villes, d'autant plus que nous avons la chance au XXIe siècle d'avoir
une démocratisation avec les maillages capillaires qui s'est produit d'une ressource de la planète. Les gens sont connectés, même dans des pays très pauvres, les gens ont toujours un téléphone et la capacité à accéder donc, à la multitude grâce aux réseaux et aux réseaux sociaux en particulier. Je pense qu'il est intéressant dans la mutation que nous vivons aujourd'hui dans les grandes concentrations urbaines, dans les grandes villes, c'est que l'esprit technocratique ou technocentrique, c'est-à-dire la ville étant une affaire strictement de spécialistes, a cédé sa place à un nouveau concept dans lequel les usages, les services et surtout la construction des écosystèmes peut se faire aujourd'hui de manière extrêmement ouverte. Et cette participation citoyenne constitue, au travers de la technologie, un outil d'une part de pression, les élus sont sous pression, parce que très vite par les réseaux sociaux on sait beaucoup de choses, mais d'autre part également c'est des outils de co-création dans lesquels on peut coécrire donc de nouveaux usages, de nouveaux services. Et moi je dirais que Saskia Sassen dit dans cette vision des villes globales, des villes mondes, jusqu'à maintenant le technocratisme a hacké nos vies, puisqu'on a été soumis à une certaine forme aux spécialistes, tandis que l'ubiquité et la capacité du maillage planétaire permet autour de la ville de créer des nouveaux services et des nouveaux usages, et dans lesquels donc c'est la ville qui hack la technologie. Nous aurons le plaisir d'accueillir en fin d'après-midi, je les salue parce que je les vois arriver, la délégation donc, de Medellín, une ville qui 30 ans était la ville la plus dangereuse au monde, où il y avait une place où les morts s'entassaient. Et aujourd'hui, ils sont reçus hier à Barcelone, Smart City World Sport Congress, les prix de l'innovation urbaine. Et quand vous visitez Medellín, ce que je vous encourage à faire, vous verrez comme la technologie a été hackée au service de l'inclusion sociale, de la vie citoyenne et de la réinvention des infrastructures. Et les œufs que nous utilisons ici pour faire du ski, ben là-bas c'est un métro aérien, parce qu'il y a des écosystèmes, des cultures, des formations sociaux, économiques et les problématiques des résiliences. Donc je pense que c'est cette convergence plutôt qu'il faut mettre en valeur. En allant un peu plus loin, la question de la technologie, ce n'est pas seulement celle que vous proposez, c'est la technologie qui est prise en main par les gens et dont on n'entend pas assez parler. Et en fait, c'est pour ça que moi je m'intéresse à ce refus ou à cette réticence ou à ces précautions face à la technologie. C'est vrai quand c'est les très grandes entreprises, sans consultation, indépendamment des usages, mais il y a aussi la technologie dont les citoyens se font les maîtres, que ce soit les hackathons sous forme de hacking, le fait d'intervenir dans la technologie de la ville, ou simplement de s'en servir comme les Indignados d'Espagne pour organiser des assemblées ou des votes en dehors des moments où on est physiquement présent. Donc il y a toute une appropriation de la technologie qui n'est pas simplement le fait de IBM, de Cisco et d'autres compagnies. Pardon. Non, mais je partage ce point de vue. Je voulais juste peut-être rappeler le rapport publié par Philippe Lemoine parce que je crois qu'il faut circonscrire ce qu'on appelle le retard numérique français. Il est faux de dire que les citoyens, que les consommateurs finaux, les Français, sont moins équipés. Au contraire, ils sont beaucoup plus équipés. Alors si on prend une ville comme Paris, le taux d'équipement des ménages est tout à fait impressionnant. Je vous rappelle aussi que nous avons le marché de la DSL, du triple play le plus performant au monde. Nous avons également des ingénieurs, des chercheurs, des brevets. On dit même qu'il n'y a pas une start-up, une grande entreprise du web aux États-Unis où il n'y a pas quelques Français qui traînent et qui ont inventé des trucs absolument extraordinaires. Donc le sujet clé, c'est le retard numérique des PME et également de l'administration d'État. Je pense qu'une ville comme Paris, par exemple, n'est pas en retard sur le plan du numérique, mais il y a un problème au niveau de l'administration d'État, des grandes entreprises publiques et des PME. Alors, et des politiques. Et des politiques, oui, mais les politiques, bon, c'est un autre sujet. Sur les PME, je voudrais quand même expliquer, moi, en tant que citoyen, les raisons pour lesquelles les PME françaises sont en retard doivent être allées chercher aussi du côté des difficultés économiques auxquelles elles sont confrontées. Quand vous avez des taux de marge qui sont de 10 points inférieurs à ceux de leurs homologues allemandes, ben vous comprenez que l'investissement dans le numérique, c'est peut-être pas le premier sujet auquel pense un patron de PME. Donc je pense qu'il faut bien avoir en tête
que et notre pays et une ville comme Paris on n'est pas dans une situation, je dirais, où il y aurait un fossé, un gap entre nous et les États-Unis ou entre nous et la Grande-Bretagne sur le numérique. On n'est plus dans une situation où il faut accompagner la numérisation accélérée des PME. D'ailleurs, nous essayons de le faire, nous, à notre échelle. Quelqu'un a parlé du club Open Innovation que nous avons créé avec le laboratoire Paris Région Innovation. Là, il y a 60 grands comptes qui travaillent en permanence avec les startups de notre écosystème. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer les PME, et pas que les PME parisiennes, mais les PME de toute la France, si elles le souhaitent, dans un club de ce type-là, de façon justement à ce que cette rencontre permanente entre les innovateurs, ceux qui sont porteurs des idées nouvelles, en tout cas quand ils créent leur entreprise, parce que des idées nouvelles, il peut en être un peu partout, même dans de vieilles entreprises, n'est-ce pas, Jean-Charles? C'est pas spécifique à la start-up d'être porteur d'idées nouvelles. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est l'écosystème. Et pour moi, c'est le mot-clé aujourd'hui pour essayer de faire avancer plus vite une ville comme Paris. C'est comment on crée des lieux où se rencontrent tous les acteurs de la ville, toutes les parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées, et bien évidemment les citoyens aussi, qui, à travers leurs associations, de façon à se poser les bonnes questions et à essayer de les résoudre ensemble. Nous avons comme mission d'essayer de définir ce que c'est une ville intelligente. Alors je vais vous proposer, j'ai 3 définitions. Et alors je vous demanderai votre opinion sur chacune des 3. Et je ne vous dirai pas au départ, enfin si je vais vous dire parce que c'est idiot. Donc le Smart City Council, qui est l'organisation portée par IBM, Cisco, Schneider Electric, Huawei, etc., c'est-à-dire toutes les grandes entreprises de technologie de l'information, définit une ville intelligente comme une ville dans laquelle les technologies digitales sont intégrées à toutes les fonctions de la ville. Qu'en pensez-vous? Non, vraiment, c'est la mauvaise définition par excellence. Ça consiste à réduire la ville intelligente à la ville numérique. Et donc, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Moi, j'ai proposé une définition avec trois adjectifs, en quelque sorte, ouverte, connectée et ingénieuse. Je préfère connectée à numérique parce que la connexion peut être comme celle-là. On peut se toucher aussi dans une ville. On n'est pas obligé de parler via son smartphone ou sa tablette. Et d'autre part, pour moi, alors maintenant, si je me place du point de vue de la municipalité, je pense que ce que nous avons, nous, à faire, c'est à fonctionner comme une plateforme. C'est fonctionner comme une plateforme. Alors là, pour le coup, je prends la métaphore numérique, exactement comme une plateforme numérique, sauf que c'est une plateforme urbaine, de telle manière que les gens puissent venir, en quelque sorte, hacker, parce que l'intelligence collaborative, il faut les outils de la collaboration. Je veux dire, pour que les gens puissent travailler ensemble, il faut avoir toute une série d'outils, aussi bien technologiques qu'organisationnels, pour faire fonctionner la collaboration. Quand on parle d'un meet-up et qu'on dit il y a 60 000 personnes qui doivent donner leur avis sur un projet urbain, vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire donner leur avis à 60 000 personnes comme vous faites donner leur avis à 4 experts. On est bien obligé de trouver des moyens de canaliser les points de vue, de les regrouper et de faire en sorte qu'ils interagissent jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de... Bon, je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de Skoriki qui s'appelle Wisdom of Crowds. Bon, il explique tout ça dans ce livre et il montre justement que l'intelligence collaborative, ce sont des procédures, ce sont des méthodes, ce sont des manières de faire, ce sont des technologies. Et je pense que la ville de demain, ce sera une ville qui sera capable d'organiser l'intelligence collaborative. J'ai donné ma définition du coup. Très bien. Et cette définition me pose deux problèmes, je vais être court, me pose d'abord un problème en tant que scientifique, donc dans le monde, je dirais, par rapport à une approche du digital omniprésent, et je pense qu'il y a une petite confusion, je profite pour le dire. Et nous vivons au XXIe siècle, un siècle formidable, parce que le numérique, effectivement, est partout et ça amène la puissance de la multitude. Mais il n'y a pas que le numérique aujourd'hui, en termes de révolution, qui change nos vies, qui change nos villes. On a une révolution également dans le monde des nanotechnologies, dans le monde de la biosystémique, c'est-à-dire de la compréhension de notre corps. Nous vivons dans des sociétés qui vieillissent.
Donc dans nos villes, dans quelques années où il y aura peut-être plus de personnes âgées que des personnes adolescentes, en Tokyo, on vend plus aujourd'hui des couches pour de vieux que pour des bébés, sur une population de 30 millions d'habitants. Si on translate à Tokyo sur le Royaume-Uni, c'est 2/3 du territoire. Voilà. Et on a également une autre révolution, qui est la révolution cognitive, la révolution de la connaissance. Voilà, à travers donc, beaucoup d'outils. Donc je pense que le digital, ce n'est pas la ville hyper connectée, c'est un ensemble de technologies qui convergent, nanotechnologie, biotechnologie, cognitive. Le numérique est le fer de lance parce qu'il est celle qui aujourd'hui est la plus visible et la plus développée, mais il n'est rien s'il n'est pas au service de la multitude et de la transformation urbaine. Du coup, pour moi, effectivement, j'insiste, je suis un farouche partisan de la vie technologique, de l'innovation. Je suis né là-dedans et c'est ma vie. En tant que start-upper, j'ai développé énormément de technologies. Mais je pense que nous vivons aujourd'hui un monde dans lequel on n'est plus une affaire des spécialistes. Nous pouvons tous être codeurs. Nous pouvons tous accéder à la possibilité de créer des applications. Donc je pense que dans cette ville dans laquelle l'intelligence urbaine et sociale est au rendez-vous, c'est la ville dans laquelle on démocratise l'aptitude à vivre ensemble et la aptitude, c'est-à-dire la capacité à que chacun construise des apps pour transformer le monde et que ce ne soit pas une affaire des spécialistes ou des technocrates. Et c'est là où on découvre des nouveaux usages et des nouveaux services. Je donne un exemple. Dans toutes mes conférences dans le monde entier, la ville de Paris avec effectivement les services qu'une ville comme Société des Coins a mis en place, parce qu'il y a eu une disruption dans l'usage des services et la technologie aujourd'hui est tout simplement un levier avec l'acceptabilité sociale apportée par la multitude. Deux idées par rapport à ça. Vous avez parlé de la notion d'écosystème et la ville intelligente, c'est forcément cet espace où on arrive à co-créer, à faire cohabiter des acteurs privés, des acteurs sociaux, des acteurs publics. Nous, les entreprises privées, les industriels, nous ne pouvons pas tout seuls trouver ces solutions. Nous devons, puisque l'usage est au centre de tout, puisque l'usage collaboratif est au centre de tout, nous devons être partenaires des institutions, des territoires, de la collectivité publique pour pouvoir apporter cette solution. Nous pouvons apporter nos technologies, mais elle doit être au service de ces usages-là. Donc c'est l'antidéfinition de ce que vous disiez. Voilà. Quand on est le dernier à parler, il faut essayer de trouver un argument un peu décalé. Donc je pense que le consensus est assez fort. Néanmoins, je pense que dans la question que vous avez posée, vous avez cité quelques entreprises importantes, très importantes, et dans cette liste, vous avez la réponse à la question. C'est-à-dire que c'est tout à fait juste. On ne peut pas reprocher à ces entreprises d'avoir leur vision. Néanmoins, il y a beaucoup plus de monde autour de la table. Et c'est ce qui rend l'exercice extrêmement difficile. C'est qu'à l'époque, comme le disait Jean-Louis Missika, on était autour d'une table, on était à 3 ou à 4. La puissance publique, dans toute sa splendeur, mon cher Jean-Louis, comme vous le rappeliez tout à l'heure, l'entreprise concernée par le sujet vertical, qui était le sujet du moment, et puis, le cas échéant, bien évidemment, un ou deux partenaires. Aujourd'hui, par rapport à ce qui a été dit, c'est beaucoup plus compliqué de lancer un produit comme ce dont on parlait tout à l'heure, sur notamment le vélo en libre-service, parce qu'il y a une vraie révolution dans l'usage, et donc il faut appréhender et qu'il y ait beaucoup plus de monde autour de la table. Donc il y a deux mots pour moi qui résument assez bien pourquoi la vision de ces entreprises est certainement absolument trop limitée. La première, c'est la co-construction. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel il faut apprendre à travailler comme ça. C'est une vraie révolution dans le monde des entreprises privées. Aujourd'hui, la transversalité dans nos entreprises, elle est essentielle. Ça n'est plus du tout un mode organisationnel comme on pouvait avoir il y a même 5 ou 10 ans. Merci pour la vieille entreprise, mon cher Jean-Louis, qui fête son cinquantenaire cette année. Donc, life begins at 50, Jean-Louis. Hein? La vie commence à 50 ans. Et surtout dans un monde où on a plus de couches culottes pour les anciens que pour les nouveau-nés. Heureusement pour tous dans cette salle. Et puis, la première chose. La deuxième chose, c'est l'écosystème. Alors, l'écosystème, pendant très longtemps, c'était un mot un peu, je dirais, presque galvaudé. Mais si vous n'êtes pas dans un écosystème vertueux, que vous soyez petit, moyen ou grand, dans la chaîne de valeur de l'entreprise privée, je parle de l'entreprise privée, il y a beaucoup de start-upers dans cette salle, si vous n'arrivez pas à vous inscrire dans un écosystème, d'où le succès des incubateurs, de ce qu'a lancé Jean-Louis Missika ici, vous avez du mal à tisser votre toile, tisser votre réseau et être tout de suite dans
dans la dynamique. Donc, co-construction vitale et essentielle, mais la puissance publique doit changer ses méthodes de travail, et les entreprises privées, et puis l'écosystème essentiel pour irriguer vos innovations très rapidement à l'échelle internationale. Merci. Je vais vous lire 2 dernières définitions et je vous demanderai un très rapide commentaire, parce que l'heure tourne, sur celle que vous paraît la plus importante. Boyd Cohen, qui est un spécialiste des villes intelligentes qui fait beaucoup de recherches, dit « Je préfère une définition plus large. Les villes intelligentes utilisent les technologies de l'information et de la communication pour être plus intelligentes et plus efficientes dans l'utilisation des ressources, ce qui se traduit par des économies d'argent et d'énergie, une amélioration des services et de la qualité de vie, ainsi que par une réduction de l'impact environnemental en même temps que ça encourage l'innovation et une économie peu consommatrice en carbone, low carbon. Ça, c'est Boyd Cohen. Et Wikipédia en français, qui dit « Une ville peut être qualifiée d'intelligente quand les investissements en capitaux humains sociaux, en infrastructures d'énergie, électricité, gaz, de flux humains, matériel, information, alimentent un développement économique durable ainsi qu'une qualité de vie élevée, on retrouve la qualité de vie, avec une gestion avisée des ressources naturelles au moyen d'une gouvernance participative et d'une utilisation efficiente et intégrée. » Donc on a l'ajout de 2 dimensions fondamentales, le respect de l'environnement et la gouvernance participative. Un très bref commentaire de chacun d'entre vous sur ce que vous pensez de ces 2 définitions. Je préfère la seconde à la première parce que bien sûr elle ajoute la co-gouvernance et le respect de l'environnement. Lorsque j'ai inauguré une exposition absolument fascinante que je vous recommande à tous, qui s'appelle Matière grise au pavillon de l'Arsenal, qui montre comment des bâtiments, des immeubles, des musées, des rues sont construites uniquement avec des matériaux de récupération. Et dans le texte d'introduction de la présentation de cette exposition, il est écrit « consommer plus de matière grise pour consommer moins de matières premières ». Je pense que si on devait avoir une définition un peu amusante et synthétique de ce qu'est une ville intelligente, c'est ça. Consommer plus de matière grise pour consommer moins de matières premières, consommer moins d'énergie, avoir une qualité de vie supérieure, etc. etc. Carlos. J'ai dîné avec Boyd Cohen avant-hier soir et je lui disais que dans sa définition, il était à Barcelone parce que c'est Smart City Expo. Et je disais à Boyd que dans sa définition, on discute souvent, et j'aurais voulu qu'il introduise aussi de manière forte la notion de vulnérabilité et de fragilité. Parce que dans ces 2 définitions, la deuxième et la troisième, avec lesquelles je m'identifie davantage, cette notion de vulnérabilité et de fragilité n'est pas assez présente. L'économie post-carbonée, tout le monde sait que je suis un farouche partisan de l'économie post-carbonée, de la problématique de la mobilité, etc. Mais je pense qu'on ne prend pas assez conscience de la vulnérabilité et la fragilité socio-territoriale. Et pour moi, ça fait partie de l'intelligence de la ville. C'est-à-dire, c'est vivre tous les jours comme si tout pouvait changer à n'importe quel moment. La résilience, ce n'est pas comment je vais secourir mieux en cas d'accident, mais c'est comment j'adapte ma vie à ce qui est la ville vivante, c'est-à-dire qu'elle change sans cesse. La résilience étant d'ailleurs la version plus optimiste et plus constructive du futur. Juste un mot sur l'intelligence. On a vraiment peu de temps. C'est très rapidement, c'est ce champ d'expérimentation et d'innovation permanente qui permettra l'adaptabilité de la ville, et elle ne peut être intelligente que si elle s'adapte en permanence et elle l'expérimente en permanence. Voilà. Jean-Charles Decaux. Oui, moi plutôt la deuxième option aussi, pour les raisons qui ont été dites à l'instant. C'est vrai que le 21e siècle, il sera un siècle, j'espère, de profonde mutation s'il garde l'humain au cœur du sujet. Parce que, comme le rappelait tout à l'heure, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est dans les villes qu'on a presque tout créé. C'est dans les villes où on va continuer à beaucoup créer. C'est d'ici 2040, 70% de la population mondiale vivra dans les villes. Donc les enjeux sont absolument gigantesques. En 2007, on a passé la barre des 50%. De population qui vit dans les villes. En 2040, on sera à 70%. Vous imaginez les enjeux sociaux et sociétaux et ce qui a été dit à l'instant par
messieurs Misika et Moreno est essentiel. Je pense qu'on a un sujet social dans tout ce dont on vient de parler là, qui absolument doit être au cœur de nos réflexions, qu'on soit dans des modèles économiques privés ou dans des modèles économiques entre guillemets publics ou de PPP. L'inclusion sociale, le développement sociétal de tout cela est un vrai sujet. Parce que sinon, on va exclure des millions de gens du savoir, de l'accès à l'information et de l'accès à un monde finalement qui ne va ne faire que plus se fracturer. Et je pense que quand on voit les exemples notamment de grandes économies africaines, quand on voit où était le Kenya il y a 10 ans, où était le Ghana il y a 10 ans, et où ils sont aujourd'hui, grâce à des politiques publiques relayées bien évidemment par une classe entrepreneuriale pertinente et performante, il y a beaucoup d'espoir pour le XXIe siècle, dès lors où on sait utiliser les technologies à des fins bien plus larges que des simples business models économiques. Et donc, c'est là où je crois qu'on puisera beaucoup plus de performance sociale et économique, les deux choses étant plus que jamais liées dans cette révolution numérique. Parce que si on met l'économie devant le social, le fossé va se creuser dans des proportions, je pense, préoccupantes. Donc là, on a un wake-up call grâce aux technologies qui peuvent nous permettre de renverser la table, entre guillemets, sur ces sujets. Messieurs, merci. Merci pour votre attention. Et nous passons au suivant.